Salam alaikum. Donc, je vais reprendre l'enregistrement du cours relatif au milieu intérieur, dans cette deuxième séquence dans laquelle on va parler donc de la composition des liquides corporels en substances chimiques. Nous avons vu dans le cours précédent que la principale constitution du liquide biologique c'était donc de l'eau et que cette eau représente jusqu'à 60% du poids corporel d'un individu et qu'il était réparti principalement entre deux compartiments. Le compartiment intracellulaire qui occupe donc euh, les deux tiers et le un tiers dans le compartiment du milieu intérieur ou extracellulaire qui lui-même est réparti entre la partie plasmatique qui représente le un quart et le liquide interstitiel qui représente les trois tiers. Alors concernant la composition euh, en substances chimiques, les liquides corporels sont donc des solutions aqueuses qui renferment diverses substances chimiques dissoutes. Alors la plupart sont dissociées en ions électriquement que l'on appelle en ions chargés électriquement qu'on appelle donc les électrolytes. Alors parmi ces électrolytes, il y a des cations chargés positivement et des anions chargés négativement. Les protéines qui ont plusieurs charges négatives par molécule. Alors vous pouvez le voir, parmi les cations, principalement on trouve le sodium, potassium, magnésium, calcium et le proton H+. Parmi les anions, on retrouve principalement le chlore, bicarbonate, les anions organiques, les phosphores et puis les soufres. Et des protéines également qui sont chargées négativement. Donc les électrolytes représentent 95% des solutés. Les solutés non électrolytes ont des liaisons donc covalentes qui les empêchent de se dissocier et donc générer des particules chargées électriquement. Donc il y a 95% d'électrolytes et 5% de non électrolytes. Alors c'est le cas par exemple de molécules organiques comme le glucose, les lipides, la créatinine et l'urine que vous pouvez voir ici. Donc en résumé, les solutés peuvent être sous forme d'électrolytes qui représentent 95% et 5% sous forme de substances organiques non électrolytiques. Alors, les électrolytes sont ainsi nommés car ils se dissocient au moins en deux particules chargées. Ils peuvent transporter un courant électrique et exercent un effet marqué sur l'osmose. Donc ce sont les électrolytes qui vont exercer l'effet osmotique, c'est-à-dire attraction de l'eau vers eux. La plupart des électrolytes sont des composés inorganiques, mais certains d'entre eux sont organiques. On peut trouver plusieurs acides de type cycle de Krebs, comme l'acide citrique, acide oxaloacétique par exemple, l'acide lactique, qui provient donc du lactate, et certains acides aminés contenus dans les protéines forment donc des liaisons ioniques aussi. En solution, ces molécules perdent un ion. Souvent, ils perdent un proton H+, et le reste de la molécule porte donc la charge opposée, la charge négative. Donc, je parle donc des protéines. Malgré l'importance physiologique de substances comme le glucose, ces particules ne constituent qu'une petite fraction de particules osmotiquement actives. Donc les particules organiques, comme le glucose, bien qu'il existe en grande quantité, mais n'ont pas d'effet osmotique, n'ont donc de pouvoir osmotique, contrairement aux électrolytes. Alors, c'est quoi la fonction des électrolytes dans l'organisme? Alors, les électrolytes ont 4 fonctions précises dans l'organisme. Alors, bon nombre d'entre eux sont des minéraux essentiels. Alors, je cite comme exemple le fer, par exemple, le calcium. Le fer, bon, il est essentiel parce qu'on le retrouve dans la synthèse, dans l'hémoglobine. Et donc, il joue un rôle très important dans le transport de l'oxygène. Le calcium, c'est un initiateur de la contraction, et d'autres ions qui ont un rôle très important, soit dans le transport, soit dans la synthèse hormonale, soit dans la contraction, soit dans le transport le potentiel d'action, génération de potentiel d'action, et ainsi de suite. Alors, d'autres, ils règlent donc l'osmose de l'eau entre les compartiments de l'organisme, parce qu'ils sont plus nombreux que les non-électrolytes. Alors les électrolytes ils jouent un rôle également dans l'osmose, c'est-à-dire
le déplacement de l'eau d'un compartiment à un autre. Puis un compartiment contient fluide, l'eau il va se déplacer vers ce compartiment. Il aide aussi à maintenir l'équilibre acido-basique nécessaire aux activités cellulaires normales. On va voir l'exemple de l'ion bicarbonate qui provient donc de l'association CO2H2O, donc l'acide carbonique ou les bicarbonates, donc ils jouent un rôle très important dans le maintien de l'équilibre acido-basique. Ils conduisent le courant électrique qui permet la production des potentiels d'action et des potentiels gradués, en plus de contrôler la sécrétion de certaines hormones et de certains neurotransmetteurs. Alors, les courants électriques sont également importants dans le développement. Donc, vous voyez donc les rôles des électrolytes, ils ont un rôle très important dans la vie cellulaire. Alors, on va voir donc en détail la composition ionique d'abord du liquide extracellulaire, à savoir donc le plasma et le liquide interstitiel. Alors que vous pouvez remarquer sur ce schéma-là, les principaux ions ou le principal cation que vous trouvez dans le plasma, mais aussi dans le liquide interstitiel, c'est donc le sodium, avec les anions qui l'accompagnent. Vous avez le chlore et le bicarbonate. On peut remarquer aussi qu'il y a presque autant de sodium dans le plasma que dans le liquide interstitiel, ainsi que le chlore et les bicarbonates. Mais la différence, c'est que au niveau du plasma, il y a des protéines qui n'existent pas dans le compartiment interstitiel. Alors, à cause, donc, ceci est à cause de la plus grande perméabilité de la paroi capillaire qui sépare ces deux compartiments. Les deux compartiments plasma et liquide interstitiel sont séparés bien sûr par la membrane des capillaires. Alors, cette membrane, il a une très grande perméabilité. Et donc, il y a une grande perméabilité entre le plasma et le liquide interstitiel. Et c'est ça qui fait que donc, la composition elle est presque identique de part et d'autre de cette membrane. Alors, malgré la forte perméabilité de la paroi capillaire, le plasma contient un peu moins de chlore et de bicarbonate et un peu plus de sodium que le liquide interstitiel. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, vous avez moins de chlore dans le plasma par rapport au liquide interstitiel, et moins de bicarbonate par rapport. Mais on trouve des protéines qui n'existent pas dans le liquide interstitiel. Ceci donc est à cause de la concentration plus élevée donc, des protéines dans le plasma, car la paroi des capillaires n'est pas perméable aux protéines. Autrement dit, donc, le fait qu'il y ait des protéines dans le plasma et non pas et non pas dans le liquide interstitiel, c'est ça qui fait qu'il y a moins de chlore et moins de bicarbonate dans le plasma par rapport au liquide interstitiel, c'est normal. Donc il y a plus de charges négatives qui n'existent pas là, donc ils vont être compensés par d'autres. Le liquide interstitiel contient très peu alors que leur concentration dans le plasma et donc le liquide interstitiel il contient presque pas de protéines par rapport au plasma. Alors maintenant, on va voir donc la composition ionique du liquide intracellulaire. Alors contrairement au liquide extracellulaire, le liquide intracellulaire ne contient presque pas de cation sodium et d'anion chlore. Son cation le plus important est le potassium que vous pouvez le voir. Et son principal anion que vous pouvez le voir, c'est les phosphates. Alors, les cellules contiennent aussi du magnésium et surtout une grande quantité de protéines dans le plasma, une grande quantité qui est 3 fois plus que dans le plasma. L'osmolarité donc du liquide intracellulaire résulte principalement des sels de potassium, alors que celle du plasma ou du liquide interstitiel résulte principalement du sodium. Alors cette osmolarité elle est voisine de celle du liquide extracellulaire à cause de l'équilibre osmotique à travers la membrane capillaire. Donc vous avez une pression osmotique presque identique ou identique entre le liquide intracellulaire et le liquide interstitiel, mais il est dû à la présence de solutés différents. Alors comme dans le plasma, la présence de ces protéines chargées négativement va influencer la distribution des charges entre le liquide intracellulaire et le liquide interstitiel. Et c'est l'équilibre de Gibbs qui va assurer le maintien de l'électroneutralité
Il y a donc plus de particules osmotiquement actives dans la cellule que dans le liquide interstitiel. Sans l'activation de la pompe sodium, cette électronégativité ne peut pas être maintenue. Alors, si je m'explique, s'il y a une différence de répartition de cations ou d'anions entre le compartiment intracellulaire et le liquide interstitiel, ceci est dû à l'activité de ce qu'on appelle de l'équilibre Gibbs-Donan qui est dû à l'activité de pompe sodium et potassium. C'est ça qui fait qu'on trouve moins de sodium à l'intérieur de la cellule et plus de potassium dans celle-ci, et moins de potassium à l'extérieur de la cellule et plus de sodium. Donc il y a une différence de répartition de charge de part et d'autre de la membrane, et tout ceci est maintenu grâce à l'équilibre Gibbs-Donan qu'on va voir un peu en détail. Alors, comme vous pouvez voir la composition des ions corporels en substances chimiques, résumée dans ce tableau. Donc, on peut commencer déjà par les pressions osmotiques, ou bien les concentrations osmotiques, ils sont identiques, mais la composition est différente. Dans le compartiment plasmatique, vous voyez que le principal cation, c'est le sodium, de même que dans le compartiment interstitiel, alors que le principal cation dans le compartiment interstitiel, c'est le potassium. Et à côté, on trouve également du magnésium, et moindre de magnésium dans l'espace interstitiel et le plasma. Alors que le principal anion du compartiment plasmatique, c'est le chlore, ainsi que le bicarbonate. Mais pour le compartiment intercellulaire, c'est plutôt les phosphates et des protéines. Donc vous avez une répartition d'ions qui est différente d'un compartiment à l'autre, et ceci à cause donc de la cyclicité de la perméabilité membranique qu'on va voir également un peu plus en détail. Alors cette l'inégale répartition des solutés dans les différents compartiments est due soit à leur taille moléculaire, soit à leur charge électrique ou à leur transport actif à travers la membrane. L'eau, sachant que l'eau diffuse librement dans et entre les différents compartiments, ce qui explique que tout ce qui modifie la concentration des solutés provoque un mouvement d'eau. Nous avons parlé donc de maintien de cette différence de concentration d'ions ioniques ou de répartition d'ions de part et d'autre des membranes à cause donc de l'équilibre de Gibbs-Donan. Alors vous savez que les cellules doivent faire face à des problèmes de maintien de volume constant en conditions iso-osmotiques. Alors cette problématique relève de la présence dans le milieu intracellulaire de macromolécules chargées négativement qui ne peuvent diffuser à travers la membrane plasmique. Alors ces macromolécules vont engendrer un déséquilibre de charge diffusible qui, s'il n'était pas compensé, devrait amener à un gonflement conduisant à une lyse pouvant entraîner donc la mort des cellules. Donc comme il y a plus de protéines à l'intérieur de la cellule, et ces protéines qui changent d'argile négativement ne peuvent pas être retrouvées à l'extérieur de la cellule. Donc il va y avoir une différence de charge de part et d'autre de la membrane. Donc il faut donc pour rétablir ça, il faut donc des moyens et des mécanismes pour équilibrer ou maintenir donc la neutralité de charge et la neutralité électrique de part et d'autre de la membrane. Donc le fait que ces macromolécules existent d'un côté et d'un autre, c'est ça qui va faire une répartition différente entre les deux compartiments d'ions positifs ou négatifs, comme on va le voir. Alors la distribution particulière de charge diffusible en fonction de l'existence d'éléments macromoléculaires non diffusibles et de charge globale négative dans le milieu intracellulaire est régie par l'équilibre dit de Gibbs-Donan. Lorsqu'un ion ne peut pas diffuser à travers la membrane est dite semi-perméable. La distribution des autres ions est modifiée de façon réversible. Par exemple, la charge négative d'un anion non diffusible réduit la diffusion de cations diffusibles. Donc c'est normal. Si les charges négatives ne peuvent pas sortir de l'extérieur de la cellule, il faut que la cellule retienne les charges négatives pour neutraliser ces charges, la sortie de charges positives pour neutraliser ces charges négatives. Ou encore, donc, par exemple, la charge négative d'un anion non diffusible réduit la diffusion de cations diffusibles et favorise celle des anions diffusibles. Donc, il va aider
il va faciliter la sortie des charges négatives, mais il va s'opposer à la sortie des charges négatives, donc pour rétablir la neutralité électrique à l'intérieur de la cellule. Alors, l'équilibre Gibbs donnant, vous avez donc un récapitulatif de celui-ci. On peut donc imaginer la situation suivante. Vous avez deux milieux séparés par une membrane semi-perméable. D'un côté, vous avez des protéines pour lesquelles la membrane est imperméable, et de l'autre côté, vous avez des cations et des anions pour lesquels la membrane est perméable. Alors, à l'intérieur de la cellule, il y a des protons négatifs, mais pas à l'extérieur. On va devoir. Si on considère que la concentration de cations et d'anions est égale de part et d'autre de la membrane, l'ion chlore va se diffuser vers l'intérieur de la cellule suivant son gradient. Alors, comme vous pouvez le voir ici, de ce côté-là, il n'y a que des cations potassium et des protéines qui sont négatives. Mais vous avez une neutralité électrique. Autant de charges négatives sous forme de protéines que de charges positives sous forme de potassium. De l'autre côté, pareil, vous avez autant de charges positives de potassium que de charges négatives sous forme de chlore. Mais le fait que dans ce compartiment, il n'y a pas de chlore, donc la différence de concentration en chlore entre le compartiment, celui-ci, et le compartiment 1 et le compartiment 2, va créer un gradient de concentration du chlore qui va donc se déplacer, comme la membrane est perméable au chlore, il va se déplacer des régions les plus concentrées vers les régions moins concentrées. Donc il va se déplacer vers le compartiment 1. Alors ceci va créer une charge négative du côté compartiment 1 par rapport au compartiment 2. Et qu'il faut donc rétablir. Donc il va y avoir création d'un gradient électrique qui va donc faire déplacer les charges positives pour neutraliser les charges négatives de ce côté-là. Et ainsi de suite. Donc l'ion potassium l'accompagne de manière à préserver l'électronalité du côté extracellulaire. Parce qu'il va se trouver avec plus de charges positives que là. Et plus de charges négatives dans ce compartiment par rapport ici. Donc le chlore va être suivi du potassium pour maintenir la neutralité électrique. On aura donc à l'équilibre une concentration plus élevée de potassium à l'intérieur de la cellule. De plus, si on additionne les concentrations de tous les ions, il y aura plus de particules osmotiquement actives à l'intérieur de la cellule. Il y aura plus donc de particules osmotiquement actives à l'intérieur de la cellule, parce que vous allez avoir et des chlore et des protéines et du potassium. Donc à la fin donc Donald et Gibbs ont démontré que les ions diffusibles se distribuent de façon à ce que, à l'équilibre, le rapport de concentration soit égaux. Alors vous voyez que le rapport de concentration potassium intra divisé par le potassium extracellulaire est égal au calcium extracellulaire divisé par le chlore intracellulaire. Alors cette formule permet d'obtenir donc le Gibbs Donald, c'est que vous multipliez la concentration en potassium I par la chlore I est égal à concentration potassium O par le chlore O. Donc si vous multipliez par 160 multiplié par 40 est égal, bien sûr, 80 multiplié par 80. Alors, il y a donc trois conséquences de cette distribution des ions. Il y a plus de particules osmotiquement actives dans les cellules que dans les liquides interstitiels. Donc, si les cellules animales n'avaient pas de pompe sodium-potassium, ils finiraient par gonfler et exploser. Donc, si les cellules animales n'avaient pas de potassium, et même maintenir les concentrations en potassium adéquates par rapport aux concentrations sodium, on va avoir plus d'eau qui va pénétrer à l'intérieur de la cellule, et donc la cellule va gonfler et va même aller jusqu'à l'éclatement. Alors, à cause de cette distribution inégale des ions entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, il y a également une différence de potentiel d'équilibre qui peut être mesurée par l'équation de Nernst. L'intérieur de la cellule est donc négatif. Comme il y a plus de protéines dans le plasma que dans le liquide interstitiel, l'équilibre de Donald modifie donc également les mouvements ioniques à travers la paroi. Donc nous avons ce qui a donné une modification de la répartition
des ions de part et d'autre de la membrane de manière différente entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur, c'est le fait qu'il y a à l'intérieur de la cellule plus de protéines chargées négativement et qui ne peuvent pas diffuser à l'extérieur de la cellule. Donc pour l'équilibre, il doit y avoir bien y avoir d'autres charges positives, donc davantage de charges positives du côté de l'intérieur de la cellule par rapport à l'extérieur, donc pour neutraliser donc les charges négatives dues aux protéines qui se trouvent à l'intérieur de la cellule et non pas à l'extérieur. Alors que vous puissiez avoir une vue un peu plus démonstrative, je passe donc à une vidéo qui va un peu récapituler ce que c'est que l'équilibre de Gibbs-Doran. Alors comme vous pouvez le voir ici, deux compartiments. Dans un premier compartiment, il y a des protéines et du potassium, autant de charges positives que de charges négatives. Donc il y a une neutralité électrique dans ce compartiment. Par rapport au compartiment 2, il n'y a que le potassium et le chlore. Donc on a une neutralité électrique entre les compartiments. Autant de charges négatives que de charges positives. Donc la concentration en potassium est égale à X et la concentration en protéines est égale à X. Par contre, dans l'autre compartiment, on a une concentration X de potassium et X de chlore et 0 protéines. Donc la différence entre les deux, c'est qu'il y a des protéines qui ne peuvent pas diffuser de l'autre côté. Alors que le fait qu'il n'y a pas de chlore dans ce compartiment va créer un gradient de concentration en chlore et le chlore va se déplacer pour équilibrer sa concentration de part et d'autre de cette membrane. Ceci va créer une électronégativité dans ce compartiment par rapport à celui-ci. Donc le potassium, il va donc suivre le chlore pour neutraliser les charges négatives que de ce côté. Donc on va assister à un gradient de potassium qui va être régénéré à cause de cette répartition qui n'est pas équilibrée ni du côté concentration ni de point de vue charge électronique. Donc le chlore aura tendance également à retourner pour rétablir sa concentration. Vous avez un gradient électrique, rétablir plutôt les charges. D'un autre côté, il va y avoir donc un gradient électrique du potassium pour neutraliser les charges négatives. Et ensuite, un autre gradient de concentration parce que vous avez plus de potassium ici que là. Et jusqu'à ce qu'on ait un équilibre. Donc, qu'est-ce qui fait déplacer les charges, même contre leur gradient de concentration? Ce sont des pompes potassium-sodium. Et le chlore, il passe de façon passive. Donc, il va suivre le gradient de concentration. Il va toujours des fortes concentrations vers les faibles concentrations. Voilà, donc à la fin, vous allez avoir un équilibre avec autant de charges négatives que de charges positives. Il y a une neutralité électrique. Mais ici, vous avez plus de charges, donc plus de charges de compartiment 1 par rapport à 2, à cause donc de la présence de protéines qui ne sont pas diffusibles à travers la membrane. Je vais donc, pour que vous ayez une idée sur ce qui se passe au niveau cellulaire, l'ampleur de ces échanges du côté cellulaire. Alors vous voyez dans cette vidéo l'ampleur de ces échanges. Looking at the limited depiction of the cell membrane presented in this tutorial to illustrate the Gibbs-Donan equilibrium. Donc ce qu'on a déjà vu, pour rétablir les concentrations de part et d'autre de la membrane à cause, voilà donc les échanges qui se font du côté membranaire, mais l'ampleur des échanges au niveau cellulaire, vous voyez, l'ampleur donc de ces échanges au niveau cellulaire, vous avez donc là les pompes sodium-potassium, et puis vous avez deux passages, passage passif des ions à cause du gradient de concentration, mais la fonction des pompes sodium-potassium qui font donc sortir le sodium et pénétrer le potassium. Alors vous voyez les dimensions cellulaires, ils sont très minimes, et l'ampleur donc de ces échanges en quantité et en nombre. Donc je vais m'arrêter
à cela pour passer donc à la troisième séquence bientôt.